J'ai construit en fait non pas mon argumentaire, mais ma présentation pour vous montrer le processus d'innovation à l'européenne ou à l'américaine. Et quel est le processus traditionnel et un processus un peu plus moderne. La séquentialité traditionnelle du modèle européen, du modèle américain, c'est quelles sont mes sources d'innovation, j'innove, et pour la performance. La première étape, c'est est-ce que je fais de la R&D ou pas, et combien j'investis. Donc déjà, il y a déjà un processus de R&D, qui dit R&D dit technologie, dit ingénieur, dit salaire. Ensuite, l'innovation. L'innovation est en deux sens, mais plutôt technologique. Innovation de produit, j'ai un nouveau produit pour le marché ou pour l'entreprise, et innovation de procédé, une nouvelle machine. Et qu'est-ce que j'en fais des deux? Après, qui vient corroborer aussi l'investissement que vous avez fait en première étape? Il faut bien que je capte la rente. Si j'ai une performance, il faut bien que je m'assure de cette rente. Et donc, je vais me protéger. Je vais me protéger par des brevets, droits de propriété intellectuelle, marques, quitte à payer aussi des alliances secrètes. Et après, se pose la question de la performance. Chiffre d'affaires, valeur ajoutée, emploi, part de marché, chiffre d'affaires de produits innovants. En fait, les agences qui vous financent en termes de R&D vont se poser cette question-là. Mais ils ne se posent pas forcément la question de l'utilité sociale de l'innovation. Le juge de paix, c'est plutôt le marché, mais ce n'est pas véritablement le consommateur, on va dire, final. Mais ça, c'est le modèle traditionnel. Il y a des nouvelles appréhensions et des nouvelles intégrations de tout ce qui est la partie organisationnelle, comment je m'organise, comment je délègue à mes employés, comment je les rends plus créatifs, comment je positionne aussi mes produits, un même produit technologiquement qui n'a pas d'amélioration, comment je vais me le positionner sur mon marché, comment je vais réfléchir ma stratégie de prix, ma stratégie de perception par les consommateurs. Et puis aussi, il y a un impact sur l'environnement. L'environnement au sens green innovation, dans le sens RSE, dans le sens développement durable. Donc, il y a un impact des innovations organisationnelles qui ne passent pas forcément par un processus de R&D. Ce n'est pas forcément que les ingénieurs qui peuvent être flexibles ou qui peuvent être créatifs. Si on leur donne de la responsabilisation, de l'autonomie, n'importe qui au sein de l'entreprise peut être source de valeur et de créativité. Et puis, le marketing aussi, bien évidemment. Alors, il peut y avoir des obstacles associés, mais en tout cas, on est plutôt sur je crée de la valeur, et ça peut avoir un lien avec des produits ou des procédés, et quel est le lien à ce niveau-là. Et puis aussi, l'innovation à bénéfices environnementaux. Vous n'êtes pas obligé de produire des éoliennes ou des groupes électrogènes pour consommer moins d'énergie, pour réduire votre impact environnemental. Vos déchets, votre consommation d'énergie, le recyclage, ou en tout cas de se poser la question, et de ne pas faire du green pour faire du green, mais de se poser la question, quel peut être l'impact en termes de performance et aussi sur mon marché. Quand on parle d'innovation, on parle de quoi? On parle d'innovation de produits qui sont considérés principalement donc produits procédés comme des innovations technologiques. Et en fait, il y a deux logiques derrière. Soit j'ai une logique de demande pool, c'est-à-dire que je vais être tiré par la demande de mes consommateurs, ou une autre, c'est ma technologie push. Je vais forcer pour que le marché capte cette technologie-là. Et un deuxième pan, sur innovation organisationnelle, ou ce qu'on appelle innovation managériale. On s'écarte du modèle de la R&D et comment je peux avoir de l'avantage compétitif avec ce que je fais déjà. Donc il y a un processus traditionnel et ce que j'appelle un processus moderne d'innovation. On intègre beaucoup plus l'humain, beaucoup plus l'organisation. Après, les mesures. Les mesures qu'on a en fait en Europe, on a les enquêtes innovation, les Community Innovation Survey, qui sont en fait sur des périodes de 3 ans. On a principalement des informations générales sur la taille des entreprises, les ventes, l'emploi, le marché. On a deux types d'innovations de produits qui sont: est-ce que vous avez innové pour votre marché, dans ce qu'on peut considérer comme des innovations radicales, vous êtes le premier à mettre sur le marché votre produit, ou est-ce que vous avez innové uniquement pour votre entreprise? Donc, on peut se poser la question de quelle est votre stratégie derrière. Est-ce que vous êtes un innovateur radical ou un imitateur? Et en termes de procédés, on est sur des procédés de fabrication, des méthodes de logistique, de soutien et de support. Donc on est véritablement sur du procédé qui va aider en fait à sublimer ou en tout cas améliorer le processus productif. Et puis on a des informations sur est-ce que vous avez abandonné ou eu des projets en cours. Et déjà il y a une première chose qui se passe, c'est que par définition de la mesure qui date des années 90, si vous êtes ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas considéré comme innovante technologiquement. Alors que vous pouvez faire plein d'autres choses. Mais en fait déjà il y a un prisme. C'est qu'on considère l'innovation principalement comme technologique.
Après, on a toute une batterie de questions qui sont très pertinentes. On connaît les dépenses de R&D interne, de R&D externe, de capacité de financement, avec qui ils coopèrent, comment, les sources d'information, l'objectif. Et on connaît aussi pourquoi elles le font. Quelle est la stratégie? Et la stratégie, principalement, là, je ne vous ai pas présenté le résultat, c'est pour augmentation des parts de marché. Mais c'est très peu pour l'environnement et très peu aussi relativement pour répondre spécifiquement aux besoins des consommateurs. Quand on parle d'innovation d'organisation, en fait, on a tout ce qui est organisation des procédés. Non pas comment vous fabriquez votre produit, mais comment vous vous y prenez pour fabriquer, quel est votre processus d'organisation. Ensuite, on a quelles sont vos nouvelles méthodes d'organisation du travail, de prise de décision. Et puis après, on a toutes les méthodes d'organisation des relations externes. Est-ce que vous avez fait des alliances, des partenariats? Est-ce que vous avez sous-traité, etc. Et en fait, ça, c'est tous des éléments qu'on n'avait pas précédemment et qui viennent de se dire, est-ce que c'est un lien avec les innovations traditionnelles, produits, procédés? Et aussi, en même temps, il y a eu le marketing. Parce que le marketing, c'est de se dire, oui, on a des produits, et ça a un effet, alors c'est un peu corrélé aussi avec l'idée d'effet d'Apple, quoi. Si vous avez un nouveau produit, mais votre produit, il est techniquement viable, ou même il peut être dégradé au niveau technique, mais il est beau. Et pourquoi un beau produit, il est vendu plus cher, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Les innovations d'organisation sont celles-ci. Je gère le temps, et tout ce qui est finance, tout ce qui est recherche laboratoire, tout ce qui est analyse financière. Et là, j'ai ciblé tout ce qu'on avait potentiellement dans les enquêtes innovation. Donc en fait, il y a un pan de ces éléments-là qui peuvent être observés par nos données. Donc ça, on peut matcher en fait le modèle traditionnel et ce qu'on peut appeler le modèle moderne. Quand on regarde en fait, ça c'est le pourcentage d'entreprises innovantes, donc les 4 types d'innovations confondues. En Europe, on est à peu près 50%. Après, de regarder aussi les effets. Les effets, qu'est-ce qui s'est passé sur la période d'avant et la nouvelle période. L'effet de la crise, c'est de se dire, avant les entreprises déclaraient être innovantes, et maintenant elles déclarent beaucoup moins. Un quart déclare innover en produit, un quart déclare innover en process, mais regardez, 34% déclarent innover en organisation. Par contre, quand on regarde quels sont les tops dans l'Europe, l'Allemagne sur le produit, sur le process, Portugal, parce que là on a un renouvellement de l'outil productif, et sur le marketing, l'Allemagne. Une conjonction de l'innovation de produit et l'innovation marketing. Donc peut-être qu'il y a une corrélation, ou en tout cas quelque chose qui se fait en même temps. On a regardé en fait des effets de complémentarité et se dire, si j'innove en même temps en produit, en procédé, est-ce que le fait d'investir 1 euro en produit, ça va améliorer aussi mon investissement en procédé ou une nouvelle chaîne de production? Est-ce que ça va avoir un impact sur ma performance? Donc l'innovation, en fait, elle n'est pas uniquement one shot. C'est de réfléchir à un système, de réfléchir à une cohérence. Est-ce que je vais innover dans un sens et dans l'autre? Donc en fait, ici, par exemple, c'est toutes les formes d'innovation. Le premier, c'est l'innovation de produit, de procédé, d'organisation. Et par exemple, on a un couple auquel on ne s'attendait pas trop, parce que la théorie vous dit, si vous avez un nouveau produit, vous allez peut-être améliorer votre chaîne de production. Chaîne de production, un nouveau produit. Mais l'organisation, c'était un peu de côté. Et en fait, on a un couple qui est intéressant ici, là. C'est le couple procédé-organisation. Donc, j'innove pas en produit. Par contre, je vais supporter, ou en tout cas aider mon processus d'innovation productive par l'organisation. En gros, on a interprété ça aussi, de se dire, derrière les machines, il y a des hommes. Et que ces hommes-là, en fait, il faut les aider, il faut les former, il faut aussi que les managers soient capables de les motiver et de les impliquer encore plus fortement. Alors, en termes de complémentarité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que vous n'avez pas intérêt à mettre les trois en même temps. C'est-à-dire, si vous voulez innover en produit, vous avez intérêt de supporter par l'innovation en procédé. Vous n'avez pas intérêt à introduire en même temps l'innovation. Et même, ça détruit votre performance. Donc, vous ne faites pas les trois en même temps. Vous devez choisir 2 et non pas 3. Conclusion, c'est que, normalement aussi, vous l'avez dit, il n'y a pas de stratégie unique. Heureusement, la France, ce n'est pas l'Angleterre n'est pas la France, et on a 2 paradigmes. Le premier, c'est le paradigme technologique traditionnel. J'innove en produit, j'innove en procédé. Je fais les 2, et ça, c'est un mélange détonnant sur ma performance. Et vous avez une stratégie structurelle qui n'est pas valable en Angleterre, mais uniquement en France. C'est-à-dire de dire du produit et de l'organisation. L'organisation peut être un terreau fertile de créativité, de productivité, pour vous aider aussi à être plus productif. Sur les grandes entreprises, en fait, elles font les 3. Elles ont les moyens, elles ont aussi une forme de leadership et elles veulent garder cette tendance. Mais on s'aperçoit que pour les entreprises high-tech, c'est plutôt une stratégie structurelle. Ça, c'est étonnant parce que high-tech, j'ai investi beaucoup en R&D, on aurait pu penser à l'innovation technologique. Non, en fait, la structure, l'organisation, c'est important pour l'entreprise française. On est qu'en Angleterre, ça renforce l'idée du mécanisme de R&D,
j'investis en R&D, j'investis en technologie, en produits et principalement en procédés. Après, quand on regarde dans le monde, quand on regarde l'Afrique du Sud, on est à 51%. Canada, 65%. Malaisie, alors attention, il n'y a que 19 répondants, mais on est à 35%. Donc ils sont largement à hauteur de l'Espagne et d'autres pays qu'on a vu tout à l'heure sur la queue de distribution. Colombie, 72% en termes d'innovation de produits. Donc on a des grandes disparités mondiales. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 4 types d'innovation. En reprenant quelques éléments, c'est de dire effectivement, donc il y a une prédominance de l'innovation de produit, mais aussi de l'innovation d'organisation. Et en fait, ce qu'ils appellent un mix mode, c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement faire un côté du produit, un côté du procédé, mais l'organisation en fait est un terreau fertile. Et qu'est-ce qu'on met derrière l'organisation? C'est les mêmes questions. C'est je change mon système d'organisation du travail, je change mon système de responsabilisation et les relations avec l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe en Inde? En Inde, en fait, quand on regarde, donc ils ont une enquête innovation, et ça commence en disant la décennie 2010-2020, c'est la décennie de l'innovation en Inde. Il y a une stratégie nationale qui est clairement définie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des taux en fait innovation de produits qui sont de 32%. En France, on avait 24, je vous rappelle. Innovation de procédés, 34. Donc un tout petit peu plus en France, on était à 24. Innovation non technologique, même si ce n'est pas forcément comparable, parce qu'ici, c'est uniquement les innovations technologiques déclarées par les entreprises innovantes technologiquement. Mais on est à des taux de 46% et 43%. C'est les meilleurs en termes d'acquisition de machines, d'équipements et de logiciels informatiques. Donc en fait, de ne pas forcément investir dans des machines pour la R&D, mais en fait d'investir dans ces équipements pour aider à mieux innover, quoi. Donc j'ai investi dans des machines, j'ai investi dans l'équipement et j'ai investi dans du logiciel. Et par contre, quand on regarde l'innovation non technologique, il se compare à Chypre en tant que tel, qui est quand même un des top innovateurs sur l'Europe. Faire plus avec moins, réduire la complexité, éliminer le superflu, revenir à l'essentiel du produit. Donc là, solution épuration maximum, implémentation allégée, connaissance des besoins réels des consommateurs. Donc là, comme vous disiez tout à l'heure, on va aller chercher le consommateur et même le salarié, le manager, va se donner les moyens d'y aller. Merci.